Bonjour tout le monde. Super, je vois que vous êtes vraiment enthousiastes à l'idée d'écouter le premier exposé. Je vais juste vous demander d'être attentifs à vos camarades, de garder le silence, de ne pas être sur vos téléphones portables, ce serait sympa pour eux. Puis à la fin, vous aurez le temps de leur poser des questions. Donc tout de suite, on va écouter deux élèves de San Francisco, yes, qui vont vous parler du jeu des différences. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Maxime de Bellois. Et moi, Scott Hickman. Et nous allons vous présenter le jeu des différences. Alors, commençons d'abord par expliquer le problème. Donc, on commence avec 4 nombres entiers positifs, puis à la ligne suivante, dans la première case, on inscrit la différence entre les deux nombres du dessus, puis ainsi de suite. Donc on va prendre l'écart entre B et C, l'écart entre C et D et l'écart entre D et A. Puis on va répéter ce processus, et si on arrive à une ligne complète de 0, on s'arrête. Donc, par exemple, si on commence avec la ligne 9, 4, 5, 2, à l'étape suivante, on a l'écart entre 9 et 4, 5, l'écart entre 4 et 5, 1, et l'écart entre 5 et 2, 3, et l'écart entre 2 et 9, 7. Puis on répète ce processus, et en 4 étapes, on arrive à une ligne complète de 0, donc on s'arrête. Donc, les deux questions posées étaient, est-ce qu'on finit toujours par obtenir une ligne complète de 0 pour des lignes de 4 cases? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe si on change la taille de notre ligne? Donc, on va vous présenter notre idée et la preuve qu'on a eue pour les nombres binaires, puis l'exploitation de ceux-ci pour nombres pairs et impairs, et puis pour une exploitation de tout chiffre, et puis pour une ligne de taille n, et puis on fera une brève conclusion. Donc, au tout début, on a créé un programme Python qui testait des millions de possibilités pour une ligne de 4. Et on a trouvé que pour tous les cas qu'on a testés, donc tous les chiffres dans chaque case entre 0 et 1 million, on arrivait à chaque fois à 0, 0, 0, 0. On a donc émis l'hypothèse que dans une ligne de 4, on arrivait toujours à 0, 0, 0, 0. Donc maintenant, passons à la preuve. On va commencer par quelque chose de très évident, ce qu'on appelle la règle de l'écart entre deux nombres positifs. Donc quand on prend l'écart entre deux nombres, cet écart est forcément inférieur ou égal au plus grand des deux nombres. Lorsqu'on prend l'écart entre 8 et 0, par exemple, on aura 8, donc ce sera bien inférieur ou égal. Et si on néglige le 0, l'écart sera strictement inférieur. L'écart entre 8 et 1, c'est 7, donc c'est bien inférieur. Donc si on adapte ça à nos lignes, donc en commençant avec une ligne A, B, C, D, à la ligne suivante, tous les nombres seront inférieurs ou égaux au plus grand nombre de la ligne précédente. Et si on néglige le 0, on sait que à l'étape suivante, tous les nombres seront strictement inférieurs au plus grand nombre de la ligne précédente. Donc forcément, le plus grand nombre va diminuer de 1 cran à chaque fois au minimum, donc on arrivera forcément à une ligne de 0. Mais ça, c'est seulement en négligeant le 0. Voilà, donc très malheureusement pour nous, dans ce cas, le 0 existe. Donc on peut avoir des cas qui stagnent, comme celui-ci, A0, C0, donc à la prochaine ligne qui donnera ACCA. Donc vous voyez bien que l'on ne diminue pas dans la première et troisième case, et donc il y a stagnation. Donc voici un exemple de stagnation dans une ligne de 3. Si on commence avec 1, 0, 1, 3 étapes plus tard, on retrouve 1, 0, 1, et du coup on est dans une boucle infinie qui n'arrivera jamais à 0, 0, 0. Passons maintenant au exclusif. On reprend notre ligne de 4, et on imagine que des booléennes, donc que des 0 et des 1. Donc on n'a que 4 possibilités dans nos soustractions à valeur absolue. 0 moins 0, 0 moins 1, 1 moins 0 et 1 moins 1. Et il s'avère que les résultats de ces différences correspondent exactement au O exclusif, qui est une méthode de calcul booléenne que vous avez sûrement rencontré si vous avez fait des circuits électroniques. Et donc, comme vous le voyez là, 0, 0 en valeur absolue de 0 et 0 exclusif 0, c'est aussi 0. Donc on peut remplacer, encore une fois, si on prend que une ligne de 4 avec que des 0 et des 1, toutes nos soustractions par valeur absolue avec des O exclusifs. Donc il y a deux choses à savoir pour les O exclusifs. C'est que A, O exclusif A, est toujours égal à 0.
Et c'est simple à voir, il y a seulement deux cas possibles. Soit A est égal à 0, soit A est égal à 1. Si A est égal à 0, on a 0 ou exclusif 0, et comme la valeur absolue c'est 0, on aura 0, et de même pour 1. Il faut aussi savoir que le ou exclusif est commutatif, donc c'est-à-dire que A ou exclusif B est égal à B ou exclusif A, donc on pourra réarranger le ou exclusif dans la manière dont on le voudra, tant qu'on n'a qu'une suite ou exclusif. Donc, maintenant, on va prendre juste encore que la ligne de 4 et que des 0 et des 1, et on va exprimer toutes nos possibilités par les A, B, C, D. Donc ici, A, B, C, D sont soit 0, soit 1. Donc à la prochaine ligne, dans la case 1, on aura A ou exclusif B. Dans la deuxième case, on aura B ou exclusif C, et ainsi de suite. Il se trouve que dans la deuxième ligne, on a A ou exclusif B ou exclusif B ou exclusif C. Et comme je viens de vous montrer, cela peut être simplifié à A ou exclusif C. Troisième ligne, A ou exclusif C ou exclusif B ou exclusif D. Et à la quatrième ligne, on a AC, BD, BD, CA. Et comme le ou exclusif est commutatif, et il s'avère que si vous regardez, on a 2A, 2B, 2C, 2D, tout va pouvoir s'annuler à 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que fondamentalement, dans une ligne de 4 avec seulement des 0 et des 1, après un maximum de 4 étapes, on obtiendra toujours 0, 0, 0, 0. Parce que tous les ou exclusifs vont s'annuler entre eux, et du coup, il ne restera que 0. Donc maintenant, on a tenté d'adapter cette preuve aux nombres pairs et impairs. Donc comme vous pouvez le voir, l'écart entre deux nombres pairs est un nombre pair, l'écart entre un nombre pair et impair est un nombre impair, et l'écart entre deux nombres impairs est un nombre pair. Donc si on remplace les nombres pairs par des 0 et les nombres impairs par des 1, on se rend compte qu'on peut se permettre d'utiliser l'opération ou exclusif pour savoir si on va obtenir des nombres pairs ou impairs après avoir pris l'écart entre les deux nombres. Et donc, grâce à ça, on sait que la preuve qu'on a dit précédemment avec des nombres pairs et impairs, avec des 0 et des 1, on va pouvoir l'adapter aux pairs et impairs. Et on sait maintenant qu'avec des nombres pairs et impairs, en 4 étapes maximum, on n'obtiendra que des nombres pairs. Et donc à quoi ça nous sert de savoir qu'on n'aura toujours que des nombres pairs au bout d'un certain temps? Et bien, comme vous pouvez le voir ici, à gauche, on a un tableau dont la ligne initiale est 4, 12, 24, 30. Et en 5 étapes, on arrive à une ligne complète de 0. À droite, vous pouvez voir le même tableau où on a divisé tous les nombres par 2 de la première ligne. Et on remarque qu'en 5 étapes également, on arrive à une ligne complète de 0. On remarque même qu'à chaque ligne intermédiaire, les nombres sont exactement la moitié de ceux du tableau de gauche. Pourquoi? Parce que quand on divise deux nombres par 2, leur écart est également divisé par 2. Donc, je vais appeler ça le tableau pair et le tableau équivalent. On peut se permettre si le tableau équivalent marche, ça voudra dire que le tableau pair marchera également. Donc, si on obtient des nombres pairs, on va pouvoir diviser par 2, et on sait qu'ensuite on aura de nouveau des nombres pairs et impairs, et ces nombres-là vont redevenir des nombres pairs en 4 étapes maximum, on va pouvoir rediviser par 2, et ainsi de suite, jusqu'à... donc forcément, au bout d'un moment, on arrivera à une ligne complète de 0. Donc on a répondu à la première question, finit-on toujours par obtenir une ligne de 0 dans une ligne de 4? Et oui, c'est le cas, parce qu'on sait, comme l'a dit Scott, que même avec des nombres entiers positifs pairs et impairs, après au maximum 4 étapes, on n'aura que de nombres pairs, et que le motif est inchangé lorsque l'on divise toute cette ligne par 2. Donc on pourra diviser toute la ligne par 2, re-attendre au maximum 4 étapes, et rediviser toute la ligne par 2, et ainsi de suite, avant d'arriver à 0, 0, 0, 0. Donc maintenant, on va se poser la question, que se passe-t-il si on augmente ou si on diminue le nombre de cases dans notre ligne? On va commencer avec la première case d'une ligne. On va dire que c'est une ligne de taille 4 pour le moment. Et on s'occupe seulement de la première case. Et on réécrit nos O exclusifs d'avant. Donc, bien sûr, à l'étape 0, donc en commençant, on n'aura que le A. À l'étape 2, A ou exclusif B, ou l'écart entre A et B. Et puis A, B, B, C. Sauf que, dans la deuxième étape. Sauf que, on ne va pas faire comme avant. Et on ne va pas simplifier B ou exclusif B à 0, et on va laisser A, B, B, C. Et cela est très important, parce qu'après, on va compter le nombre de chaque variable à chaque étape. Donc bien sûr, à l'étape 0, on n'a qu'un A, donc on marque 1 sous le A,
À l'étape 1, on a A ou exclusif B, donc 1A, 1B. Dans l'étape 2, 1A, 2B, 1C. Et à l'étape 3, 1A, 3B, 3C et 1D. Si on compte simplement nos exclusifs sans les simplifier. Maintenant, cette série de nombres dans cet ordre particulier doit certainement vous faire penser à quelque chose. Et le titre y est, c'est bien sûr le triangle de Pascal, dont vous avez la concentration en bas. Et en effet, si nous continuons, nous aurons aussi le triangle de Pascal, parce que le moyen de construire nos lignes sera la même que pour le triangle de Pascal. Pour le triangle de Pascal, on prend la somme des deux cases au-dessus. Nous faisons de même avec des hauts exclusifs à la place, parce que, par exemple, à la première ligne, on fait 1 plus 0, 1, et à la deuxième ligne, 1 plus 1, 2, et puis 1 plus 2, 3, et ainsi de suite. Donc notre haut exclusif, enfin notre ligne, même si elle fait 6, 7, 8 cases, si on la continue assez longtemps, on retrouvera le triangle de Pascal qui est énoncé ici. Et donc, à quoi ça nous sert d'avoir le triangle de Pascal? Eh ben, ce qu'on cherche à prouver, c'est qu'on va avoir que les variables vont être toutes en exemplaires pairs. Comme ça, on va pouvoir les simplifier et avoir uniquement des zéros. Donc, on cherche à savoir pour quelle ligne toutes les variables seront en nombre pair d'exemplaires. Et donc, ça tombe bien, il y a des mathématiciens qui ont écrit un programme de calcul qui permet de connaître la quantité de nombres impairs à une certaine ligne du triangle de Pascal. Mais d'abord, il faut savoir ce que c'est les nombres binaires. Donc, quand on compte, comme on compte tous les jours, donc en base 10, on compte de 0 jusqu'à 9, et une fois qu'on passe 9, on remet le compteur à 0 et on rajoute un 1 dans la colonne suivante. Donc ça nous fait 10. Et ainsi de suite, à 99, on remet le compteur à 0, on rajoute un 1 dans une nouvelle colonne. Et bien en binaire, c'est-à-dire en base 2, on a le droit d'utiliser que deux chiffres, le 0 et le 1. Donc une fois qu'on arrive à 1, on remet le compteur à 0 et on rajoute un 1 dans une nouvelle colonne. Donc on a 0, 1, 10, 11, 100, 100, etc. Et donc pourquoi c'est important? Pour en revenir au programme de calcul, pour connaître la quantité de nombres impairs à une certaine ligne du triangle de Pascal, on prend d'abord la représentation binaire du numéro de la ligne, puis ensuite on compte combien il y a de 1 dans cette représentation binaire, et enfin on va mettre 2 à la puissance du nombre qu'on vient d'obtenir. Donc par exemple, si on veut connaître la quantité de nombres impairs à la 7e ligne du triangle de Pascal, on convertit 7 en binaire, ça fait 111. On compte combien il y a de 1, donc ici il y en a 3. Et ensuite on fait 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8. Donc il y a 8 nombres impairs à la 7e ligne du triangle de Pascal, et on peut le vérifier ici. Et on sait également qu'en base 10, toutes les puissances de 10 seront un 1 suivi de 0 après. 10, 100, 1000, 10 000, etc. Et bien en binaire, en base 2, c'est la même chose, mais ça sera les puissances de 2 cette fois qui seront des 1 suivis de 0. Donc 2 puissance 0 c'est 1, 2 puissance 1, 10, 2 puissance 2, 100, etc. Donc on peut dire qu'en revenant au programme de calcul que j'ai expliqué, qu'il y aura toujours un seul 1 dans la représentation binaire des puissances de 2. Donc s'il y a un seul 1, c'est qu'il y aura 2 puissance 1 nombres impairs dans toutes les lignes puissance du 2 du triangle de Pascal. Donc voilà, on peut dire que pour toutes les lignes 2 puissance 4 du triangle de Pascal, il y aura 2 nombres impairs uniquement. Donc on peut le vérifier ici, hein, 2 puissance 0, on voit bien qu'il y a 2, 1, 2 puissance 2 également, 2, 1. Et on remarque même que ces deux nombres impairs se situent toujours aux extrémités et ce sont toujours des 1. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre propriété du triangle de Pascal qui dit que la première et dernière case seront toujours des 1. Et donc, maintenant, on revient à notre histoire de tableau. Donc si maintenant notre tableau, on a un tableau de taille 4. Si on a un tableau de taille 4, ça veut dire qu'on a seulement 4 variables en entrée. On a A, B, C et D. Donc on ne peut pas avoir le E qu'on a ici dans notre triangle de Pascal qui est infini. Et donc quand on fait nos soustractions pour passer d'une étape à une autre, on fait A au exclusif B, B au exclusif C, C au exclusif D et D au exclusif A quand on est dans une ligne de 4. Donc par conséquent, si on est dans une ligne de 4, le E va se transformer en A et donc on aura les deux 1 qui vont se combiner. Et donc on aura 2A, 4B, 6C et 4D. Et ce sont tous des nombres pairs.
Donc prenons un autre exemple, par exemple le 8. Donc le 8, comme l'a dit Scott, aura seulement deux nombres impairs, la première et la dernière ligne du triangle de Pascal. En effet, on peut le voir ici, donc la variable a et notre fameuse variable i. Sauf que, comme l'a dit Scott, et comme je vous montrais, i est la 9e lettre de l'alphabet. Et on a mis nos variables en ordre alphabétique, et donc la variable i ne peut pas exister dans une ligne de 8. Donc si on prend notre ligne de 8, il y a seulement les variables a à h. Donc comme l'a dit Scott, notre programme est cyclique, parce qu'on fait h ou exclusif a, donc on fait la dernière, donc si on revient vraiment au problème de base, on fait la dernière case en soustraction en valeur absolue avec la première case, et donc ça revient à enlever le i et à le remplacer par un a. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre, comme en bas, vous pouvez le voir, qu'il n'y a que des nombres pairs. Et du coup, tout pourra s'annuler. On aura encore cette fameuse idée que dans une ligne de 8, donc après un maximum de 8 étapes, on n'obtiendra que des nombres pairs. Donc on pourra diviser la ligne par 2, recommencer, attendre au maximum 8 étapes, retrouver que des nombres pairs, rediviser par 2 sans changer le motif bien évidemment, et ainsi de suite. Donc Scott nous a dit que pour toutes les puissances de 2, eh bien, il n'y aurait que deux nombres impairs dans le triangle de Pascal. Donc le premier et le dernier. Donc pour toutes les puissances de 2, eh bien, on pourra resimplifier en prenant la dernière variable parce que c'est cyclique, que la dernière variable est de trop, et en la remplaçant par la première variable, et tout pourra s'annuler. Donc, ceci nous prouve que pour toutes les lignes de taille n égale 2 puissance k, eh bien, on n'aura forcément que des nombres pairs dans notre triangle, donc tous nos exclusifs vont s'annuler. On obtiendra forcément, après un nombre maximal d'étapes, que des nombres pairs. On pourra tout diviser par 2 et recommencer, et ainsi de suite. Et donc maintenant, pour les lignes qui ne font pas une taille 2 puissance k, eh ben, on sait déjà que dans le triangle de Pascal, il y aura au minimum 2 nombres impairs. Et on sait également que les seuls nombres qui ont un seul 1 dans leur représentation binaire sont les puissances de 2. Donc par conséquent, tous les autres nombres auront plus de nombres impairs dans le triangle de Pascal. Donc par exemple, si on a une ligne de taille 3, donc à la troisième ligne du triangle de Pascal, ABCD, comme on l'a dit précédemment, le D ne peut pas exister dans une ligne de 3, donc le D va, comme c'est cyclique, va devenir un A, donc on obtiendra 2A, 3B et 3C. Sauf qu'on ne va pas pouvoir simplifier complètement cette expression, donc certes le A va s'annuler, on va obtenir 0 exemplaire de la variable A, mais le B et le C, on va toujours en garder un exemplaire, puisqu'on peut se débarrasser seulement des doublons. Donc pour toutes les autres lignes, on n'est pas garanti qu'il y aura toujours qu'une ligne complète de 0 à la fin, et c'est possible que ça boucle. Et du coup, on a répondu à la deuxième question, que se passe-t-il si on change le nombre de cases dans la ligne? Et donc on a montré que pour toutes les lignes de taille n égale 2 puissance k, bien forcément, avec notre preuve du triangle de Pascal, tous les chiffres vont devenir, après un nombre maximal d'étapes, des nombres pairs, qu'on pourra ensuite diviser par 2 et recommencer le processus. Tant qu'à toutes les autres lignes, il est bien sûr possible qu'elles arrivent à 0, mais ce n'est pas une garantie, car dans le triangle de Pascal, il peut rester des nombres impairs qui peuvent bien sûr s'annuler après un certain nombre d'étapes, mais on n'en a pas la garantie, tandis que pour les nombres, pour toutes les tailles de ligne n égale 2 puissance k, on en est garanti qu'on obtiendra toujours une ligne remplie de 0 après un certain nombre d'étapes. Donc en conclusion, on obtiendra toujours une ligne remplie de 0, n'importe les chiffres qu'on met, tant qu'ils sont entiers positifs, tant que la taille de notre ligne est d'une taille égale à 2 puissance k. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ?
la ligne une puissance de 2, ça finit par donner que des zéros. Est-ce que vous avez des contre-exemples pour montrer que ça ne se termine pas par des zéros quand la taille de la ligne n'est pas une puissance de 2? Alors oui, donc d'ailleurs c'est celui qui est... Enfin on l'a montré seulement pour la ligne de 3, mais... voilà, celui-là. Donc avec 1, 0, 1, 1 au début et 1, 1 à la fin avec seulement des zéros au milieu. Ça c'est un contre-exemple. En l'adaptant pour toute taille de ligne qui ne sont pas des puissances de 2, ça va forcément boucler au bout d'un certain nombre d'étapes. D'accord, merci. D'autres questions? J'en vois pas, alors je pense qu'on peut encore les applaudir.